Lundi 27 novembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la HCC affirme avoir reçu jusqu'à ce matin 9 requêtes relatives à des contentieux électoraux. À noter que les personnes autorisées à déposer des plaintes concernant ces élections auront jusqu'à ce soir, notamment vers minuit. Pour ce faire, la HCC a également confirmé que seuls les citoyens et les candidats qui ont voté peuvent déposer des plaintes ou des requêtes et la loi donne à cette institution un délai maximum de 7 jours pour les traiter. Les détails avec Sylvain, Anel Martina sur les images de Sech, Adjenab. La HCC a commencé à recevoir les requêtes relatives à des contentieux électoraux après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle effectuée par la CENI samedi dernier. Jusqu'à ce matin, cette institution a reçu 9 requêtes. À noter que la HCC est la seule à avoir le pouvoir de valider et de proclamer officiellement les résultats des élections selon l'article 116 de la Constitution et l'ordonnance du 18 novembre 2001. L'ordonnance 2018-008 concernant les élections et les référendums énumère des démarches et les procédures de dépôt de requêtes relatives à des contentieux électoraux. L'article 202 de cette loi définit les catégories et les conditions des plaignants. Il est également du devoir de la HCC de contrôler et d'enquêter sur les irrégularités ou les inexactitudes autour du processus électoral. Cette institution dispose de méthodes de travail spécifiques lui permettant de bien vérifier les résultats des élections. Ainsi, selon les explications, la Haute Cour constitutionnelle a reçu des procès-verbaux émanant des SRMV, ce qui lui a permis de traiter les résultats des élections. Et toujours selon les informations, les dirigeants des partis politiques qui ont soutenu et participé à la campagne du candidat numéro 3, Anjradouane, ont déposé une requête auprès du HCC concernant leur inquiétude sur les résultats des élections. Ces derniers, qui faisaient également partie de ceux qui ont effectué et assisté à la confrontation verbale à la CENI ce vendredi 24 novembre. Dans un tout autre sujet, près de 30% des élèves d'une école privée de Tiaden sont actuellement touchés par une épidémie de grippe. Afin de prévenir la propagation du virus, des mesures préventives ont été mises en place dans les écoles, comme le port de masque pour les élèves malades et la désinfection fréquente des salles de classe. Les détails avec Ruth Christelle Harkout-Malal et Yves Janel. La grippe fait son grand retour, notamment chez les enfants de 2 à 5 ans. Les symptômes sont presque semblables, à commencer par les maux de tête, la fièvre, la toux, mais aussi les maux de ventre. Les parents ont chacun leurs précautions face à cette situation. Dans cette école située à Tiaden, il y a des absents presque tous les jours, particulièrement les enfants en préscolaire. Mais il y a aussi ceux qui sont malades à l'école. Dans ce cas, les responsables préviennent les parents et les renvoient à la maison. Pour les secondaires, l'école dispose des kits de premiers soins, explique Raen Grafenouan Chamiour, coordonnatrice générale. Les gestes barrières ont de nouveau été imposés comme le port de cache-bouche pour les malades, le lavage fréquent des mains, la désinfection de l'école chaque fin de semaine. Selon les statistiques, toujours pour cette école, les filles sont les plus touchées par cette épidémie de grippe. En tourisme, les touristes qui ont participé au raid Montgolfière durant 21 jours se disent satisfaits. La clôture de ce périple aérien qui a été marqué par un survol de l'allée des Baobabs à Morondave ce dimanche. Cette aventure vise notamment à diversifier les offres touristiques dans la grande île pour attirer plus de touristes et ainsi promouvoir ce secteur. Reportage de Fanjisena Mireille. Le survol de l'allée des Baobabs à Morondave a été le clou du spectacle pour conclure la 3e édition du raid Montgolfière après avoir exploré les paysages volcaniques d'Ampef, les rizières pittoresques d'Antirabé, les rochers majestueux d'Ambalavao et les massifs enchanteurs de Lissal. Ces touristes affirment être satisfaits de cette aventure unique, leur ayant permis d'admirer la beauté de la grande île. Magique, les vols sont magnifiques, la région est magnifique et surtout les gens sont fort accueillants. Ils n'ont jamais vu ça, une fois qu'on atterrit dans un champ, c'est toujours la fête du village, tous les enfants viennent tout près de nous et voilà. C'était le 28e pays dans lequel je vais. J'aime bien voyager dans le monde entier avec le ballon. L'esprit des gens.
la force de la nature. Quand on voit ces baobabs, quand on voit dans toutes les régions dans lesquelles on a volé, on sent une énergie qui sort du sol de partout. Il y a des végétaux, la flore est exceptionnelle, la faune aussi. Cette aventure s'inscrit dans la stratégie du ministère du Tourisme, visant à diversifier les offres touristiques régionales et à développer les marchés de niche. L'objectif est d'accueillir différents types de voyageurs tout au long de l'année, renforçant ainsi l'attrait de Madagascar en tant que destination touristique incontournable. Toujours dans ce même secteur, le premier vol charter entre Madagascar et la Bulgarie a atterri à l'aéroport de Fasen-Nossi-Bé avec à son bord plus de 170 passagers. Ce vol charter s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme en provenance de l'Europe de l'Est. Les détails toujours avec Funjassine Mireille. Ce samedi 25 novembre, le premier vol charter de l'histoire entre Madagascar et la Bulgarie a atterri à Fasen-Nossi-Bé. Opéré par la compagnie Flight Bulgaria, ce vol a transporté à son bord 175 passagers et 7 membres d'équipage. Le vol a été accueilli par le ministre du Tourisme, Joël Radjiamadjantou, et la consul honoraire de Bulgarie à Madagascar. Ces touristes visiteront Nossi-Bé pendant une semaine. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du ministère du Tourisme visant à promouvoir Madagascar en Europe de l'Est, d'après le ministre de tutelle. L'arrivée de ce charter est le résultat d'un long travail de presque 2 ans et marque une autre étape significative dans les actions de promotion entreprises par le ministère de s'ouvrir sur de nouveaux marchés à fort potentiel. Dans un autre sujet, 32 personnes ont été incarcérées cette année à la suite des violences sur les mineurs selon le bilan de la police nationale. Plus de 8000 cas de violence envers les femmes ont été traités par la brigade féminine de proximité pour l'année 2023. Ruth Kissel Rakoutmalal nous en dit plus. Les violences contre les femmes et les enfants prennent de nombreuses formes. Les violences physiques et sexuelles sont encore répandues à Madagascar aujourd'hui. 29,4% sont des violences physiques et 13,7% des violences sexuelles. Outre l'association FITI, présidée par Mme Mial Radzuel, qui dispose d'un centre qui prend en charge les victimes de violences, la police nationale, à travers la brigade féminine de proximité, ou BFP, et la PMPM, ou police des mœurs et de la protection des mineurs, prend également en charge ces cas. Pour l'année 2023, la BFP a traité 8468 cas de violence, dont 639 ont été renvoyés à la PMPM. Ils ont sensibilisé la société à la violence et 230 446 personnes en ont bénéficié. Quant à la PMPM, 46 dossiers y sont parvenus et 32 personnes ont été incarcérées pour violence. Au total, 38 cas ont été reçus et 297 campagnes ont été réalisées, bénéficiant à 201 086 personnes. Durant les 16 jours d'activisme, la police nationale appelle les victimes à dénoncer les auteurs de violence, rappelant que les 16 jours d'activisme ont débuté le 25 novembre et se termineront le 10 décembre. Le thème de cette année est « Ensemble, nous vaincrons la violence ». Passons aux actualités sportives. Les sélectionneurs des grands clubs de football étrangers sont déjà venus sur les terres malagasy ce week-end pour détecter des jeunes joueurs de football entre 17 et 21 ans. Cette sélection entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Baolnakicha Maatafit en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'organisateur. La détection se déroulera du 27 novembre au 3 décembre au stade annexe de Mahamasn. Les détails sur les images de Antar Khazanavil. Des contrats de football sont en jeu. En effet, les 3 recruteurs internationaux sont déjà à Madagascar depuis ce week-end dans le cadre du projet Baolnakicha Maatafit. Un projet initié par LNR Sport Management en collaboration avec la Fédération malagasy de football ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de détecter des jeunes talents malagasy entre 17 et 21 ans. Ces recruteurs viennent notamment de la France, des États-Unis, du Maroc et de la Tunisie. De nombreux matchs sont à disputer durant cette semaine au stade annexe de Mahamasn, outre la détection des compétences individuelles des joueurs, explique Louvra Misamanan, l'organisateur. À travers les matchs auxquels Madagascar a participé, on a pu constater que le pays dispose des joueurs qui ont des compétences nécessaires pour le monde du football pro,
Des joueurs qui ont des techniques, de la vitesse ainsi que des qualités. Ouais, il n'y a pas vraiment de critères. Bon, j'ai été invité par Wassim, déjà je le remercie, qui a été invité aussi par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On sait qu'ils ont envie de développer aussi la jeunesse à Madagascar, donc c'est normal que le LOSC soit présent. Et voilà, après les critères, bon, c'est des joueurs voilà, on a des critères un peu spéciaux. Bon, je ne vais pas les énumérer parce que c'est un peu long, mais bon, par rapport à ce qu'on va voir sur le terrain aujourd'hui, on va essayer d'avancer. Les principaux points, on veut des joueurs de vitesse, des joueurs techniques, des joueurs qui peuvent s'adapter en Europe. Parce que voilà, c'est quand même un autre championnat, un autre mode de vie, etc. Donc nous, on doit faire attention à tout ça. Mais voilà, après, les bons joueurs, ils s'adaptent partout. Pour nous, il n'y a aucun souci là-dessus. On a des gens de Madagascar, des joueurs dans le LOSC. Chez les jeunes, on a aussi Franck Beria qui est chez les plus grands. Donc on a des joueurs de qualité. On sait que c'est des familles très bien, avec un entourage très bien, des joueurs de qualité. Donc Madagascar, voilà, c'est une terre pour moi nouvelle. Donc il faut venir voir parce que dans le football, il est mondial. Donc il y a des joueurs partout. Il y a des joueurs de qualité partout, donc il faut être partout nous aussi. Et voilà, donc c'était une opportunité de venir à Madagascar, de voir un nouveau style de joueur, je pense. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour voir ce qui se fait et ce qu'on peut faire nous aussi, s'il y a des joueurs de qualité. 60 jeunes joueurs de football participent à cette sélection durant une semaine. Les joueurs sélectionnés joueront dans des clubs renommés à l'étranger, un grand avantage pour le monde du football malagasy, ainsi que pour les clubs et les joueurs. Ensuite, l'équipe de la police nationale a perdu la petite finale de la division Est de l'élite 16 sur le score de 78-79 face au club burundais du Dynamo. Le représentant malagasy termine ainsi à la 4e et rate la dernière place qualificative à la compétition phare du basket africain. Le COSPM s'est retrouvé distancié au score à la fin du premier quart-temps suite à très mauvais début du match. Le tableau d'affichage affichait 30-17 en faveur du champion du Burundi, mais les joueurs malagasy ont réduit progressivement l'écart dans le deuxième quart-temps. À la pause, le score était de 41-47. La fin du troisième quart-temps a été disputée, mais le COSPN est sorti en tête sur le score de 62-59. Dans les ultimes secondes du quatrième quart-temps, le Dynamo marque 5 lancers francs successifs et repasse devant Madagascar d'un petit point, 79-78. Ainsi, le Captain Tigers de l'Afrique du Sud, le City Oilers d'Ouganda et le Dynamo de Burundi sont les équipes qui participeront au Road to Ball 2024. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, 17 otages, dont 14 Israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis 7 semaines, ont été libérés dimanche au 3e jour de trêve dans la guerre entre le Hamas et l'Israël qui a relâché en échange 39 prisonniers palestiniens. Reportage sur les images de France 24. Sur ces images diffusées par le Hamas, un 3e groupe d'otages remis entre les mains de la Croix-Rouge pour être acheminé jusqu'au point de passage de Rafah en direction de l'Égypte avant de rejoindre Israël. Au total, ce dimanche, 17 personnes ont été libérées, dont 4 femmes et 9 enfants. La plupart ont été acheminés par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Schneider de Petah Tikva. 9 enfants et 2 mères sont finalement arrivés entre les mains les plus attentives de notre personnel. Leur état physique est maintenant stable. Ils font l'objet d'une évaluation médicale et émotionnelle par l'équipe médicale et psychosociale de l'hôpital Schneider pour enfants. Parmi les enfants pris en charge, une petite fille américaine de 4 ans. Il y a 2 jours, une de nos compatriotes américaines, une petite fille nommée Abigail, a fêté ses 4 ans. Elle a passé son anniversaire ce jour-là et au moins 50 jours auparavant, retenue en otage par le Hamas. Aujourd'hui, elle est libre et Jill et moi, ainsi que de nombreux Américains, prions pour qu'elle aille bien. Elle est libre et elle est en Israël maintenant.
14 otages israéliens ont été libérés ce dimanche. Leur libération a été obtenue grâce à un accord négocié par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Il doit durer 4 jours et s'achever lundi soir, mais peut être prolongé de 10 jours maximum. Une option défendue par le président américain qui s'est entretenu dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le cadre qui dit qu'il est possible de libérer 10 otages de plus chaque jour supplémentaire est une bonne chose. Dans le même souffle, j'ai aussi dit au président Biden qu'à la fin de l'accord, nous reviendrons avec toute la force nécessaire pour atteindre nos objectifs, l'élimination du Hamas. En échange de ces libérations, 39 prisonniers palestiniens ont été relâchés par les autorités israéliennes. Tous sont âgés de moins de 19 ans. Ils ont été accueillis par la foule à Ramallah dans la soirée. Ce dimanche, un Russo-israélien dont la libération a été négociée par Moscou a aussi été relâché par le Hamas. 3 otages thaïlandais, eux aussi extérieurs à l'accord d'échange, ont également été libérés. Ces libérations portent à 58 le nombre total d'otages retenus à Gaza, relâchés depuis vendredi. L'Ukraine continue à infliger de lourdes pertes à la Russie après des combats parmi les plus intenses depuis le début de la guerre en février 2022, a déclaré lundi le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, France 24. 21 mois après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine peut se targuer de contrôler, selon plusieurs estimations, environ 17,5% du territoire ukrainien. Dans le sud et surtout dans l'est, plusieurs villes importantes sont depuis des mois aux mains de son armée, à l'image de Mariupol, Melitopol et Severodonetsk. On compte aussi 2 capitales régionales, Donetsk et Louhansk, sans oublier Bakhmout, localité devenue le symbole de l'affrontement meurtrier entre les deux camps. Cette situation sur le terrain a beaucoup évolué dans les premiers mois du conflit, mais depuis 10 mois, elle s'enlise. Et avec ce second hiver de guerre qui approche à grands pas, les positions des uns et des autres pourraient se figer. La semaine dernière, l'Ukraine a été touchée par une impressionnante tempête de neige. Dans ces conditions, l'avancée et le ravitaillement des troupes russes semblent limités. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky s'attend à ce que la Russie frappe de nouveau ses infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier. Un président ukrainien qui n'a pu que constater l'échec de sa contre-offensive il y a 6 mois. Contre-offensive qui devait permettre à son armée de couper l'accès de la Russie à la Crimée. Scénario le plus probable désormais, une guerre d'usure qui pourrait durer encore de longs mois, voire des années. Kiev le sait, pour tenir bon, il lui faudra bien plus d'armes et de munitions. La balle est donc en grande partie dans le camp de ses alliés occidentaux, États-Unis en tête. Mais depuis le 7 octobre, Washington regarde bien plus vers le Proche-Orient que vers l'Est de l'Europe. Direction le Karamoja, région aride au nord de l'Ouganda, où les tribus d'éleveurs nomades se battent pour l'accès à l'eau. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses de plus en plus régulières dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Et l'année dernière, au moins 900 personnes sont mortes de faim au Karamoja suite à des récoltes trop maigres. Ces variations du climat forcent aussi les pastoralistes à empiéter sur les territoires de clans rivaux. Les violences ont fait des milliers de morts depuis 2018. Et 500 bovins ont disparu. France 24. Dans la région la plus pauvre d'Ouganda, le Karamoja, les points d'eau réservés au bétail sont devenus des zones de conflit entre tribus d'éleveurs depuis 2018. L'armée ougandaise s'est déployée en 2021 pour enrayer les combats. Lorsque les pluies s'arrêtent, la situation devient problématique. Les éleveurs se volent les uns les autres, y compris aux abords de ces points d'eau. Tout cela crée de l'insécurité qui s'étend dans d'autres zones. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses dans cette région d'Afrique de l'Est, selon plusieurs études. Les pastoralistes se battent pour l'accès à l'eau. 3000 personnes ont trouvé la mort en 5 ans. Le village de Nakapelimoro était un théâtre de violence. L'armée affirme avoir rétabli l'ordre cette année, mais la guerre reste dans les esprits. John Lokouré raconte avoir perdu 30 vaches lors d'une attaque des Turkana, des éleveurs kényans qui traversent la frontière pour trouver de quoi abreuver leurs troupeaux. La mort était partout. Nos ennemis venaient voler nos vaches. J'avais l'habitude de tuer certains d'entre eux et ils tuaient certains d'entre nous. Maintenant c'est plus calme, il y a moins de morts et nous pouvons enfin dormir.
Les militaires tentent de freiner les importants trafics d'armes qui facilitent les attaques en incitant les guerriers à remettre les fusils aux autorités. L'armée empêche aussi les éleveurs Turkana de venir en Ouganda, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. La solution est dans les mains du gouvernement. L'armée devrait autoriser nos tribus au Karamoja à discuter des accords de paix avec les Turkana. Nous voudrions leur dire qu'ils ne doivent pas tuer les éleveurs en Ouganda. Avec l'arrivée de la saison sèche fin novembre, le gouvernement se prépare à une reprise des hostilités et a déjà envoyé des renforts. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée avec Viva.